Donc je voudrais surtout saluer l'initiative prise aujourd'hui par les organisateurs qui me paraît à la fois extrêmement adaptée à la situation, extrêmement pertinente et je trouve extrêmement réussie quant à son contenu parce qu'il s'agit vraiment pour les forces politiques organisatrices d'être présents dans le débat mais dans les luttes en liaison directe avec les syndicalistes, ceux qui se battent auprès et avec les salariés menacés dans leur emploi et avec les populations concernées. Je crois que ça fait partie de la politique, ça, d'être non seulement dans le débat d'idées, non seulement dans les institutions, mais aussi dans les luttes. Également, bien sûr, à cause de la dimension internationale, européenne, de cette initiative qui réunit des forces venues de l'ensemble de cette grande région européenne qui est le sujet même de notre réunion aujourd'hui, et aussi, peut-être encore plus après avoir entendu les interventions qui se sont succédées depuis ce matin, du fait du contenu des interventions, puisque nous ne sommes pas seulement ici pour protester, pour, disons, nous plaindre de la crise et exprimer le soupir de la créature opprimée, comme disait Marx, mais pour nous battre pour d'autres solutions, pour un autre avenir pour la sidérurgie dans la région et pour une autre conception de la société, avec des propositions concrètes et précises. Et je crois que ça, c'est un élément de force considérable qui me semble ressortir très fortement des débats que nous avons eus depuis ce matin. Et en effet, la question de l'avenir de la sidérurgie, de l'industrie en général, est une question qui vient maintenant au premier plan des préoccupations dans les luttes sociales, mais aussi des préoccupations des dirigeants. On s'aperçoit qu'à force d'avoir sacrifié l'industrie et l'emploi industriel depuis des années, on a affaibli l'ensemble de l'économie européenne. Et c'est un motif très sérieux d'inquiétude. Alors c'est un motif sérieux d'inquiétude pour les populations de nos pays, pour la population de l'ensemble de la zone euro et de l'Union européenne, mais c'est un motif d'inquiétude, je fais une remarque sur un horizon plus large, c'est un motif d'inquiétude pour l'ensemble du monde, parce que nous sommes dans une conjoncture économique où la faiblesse de l'activité économique en Europe, on sait qu'il y a 8 pays de la zone euro qui sont déjà en récession, et la France est en train de s'y diriger. Cette faiblesse de l'activité économique en Europe tire l'ensemble de l'économie mondiale vers le bas. Et donc, avec des effets qui peuvent avoir des conséquences extrêmement graves pour l'ensemble du monde, puisque même les pays émergents maintenant, même la Chine, dont on voit le rôle qu'elle joue dans la production d'acier à l'échelle du monde, même la Chine commence à souffrir de l'insuffisance de la demande en Europe. Donc on voit à quel point le combat que nous menons ici pour l'industrie et pour la sidérurgie en Lorraine, en Sarre, au Luxembourg, en Belgique, en Allemagne, ce combat-là est un combat qui a une portée extrêmement vaste. Oui, il faut vraiment se battre pour défendre les emplois, les activités, la création de richesses dans nos régions. Et évidemment, l'obstacle numéro un dans cette région que nous avons, il porte un nom, il s'appelle Mittal. Et je ne reviendrai pas longuement sur la stratégie de cette multinationale, puisqu'elle a été parfaitement analysée et développée dans les interventions précédentes. On a une multinationale dont l'objectif principal, c'est de faire remonter le cours de son action, de satisfaire les exigences des marchés financiers, en quelque sorte. Et c'est la raison pour laquelle Mittal donne la priorité, fait déplacer son activité vers le secteur minier. C'est la raison pour laquelle il prétend fermer des implantations, et je ne reviens pas sur l'urgence des annonces qui ont été faites de la fermeture à Florange, que nous combattons avec toute notre énergie, et aussi il sacrifie la recherche. Il diminue les crédits de recherche là où il y a des laboratoires dans la région. Et on sait très bien, et malheureusement on a d'autres exemples dans ce secteur-là et dans d'autres, où ce type de politique visant à remonter les taux de profit a en réalité comme conséquence de saper les bases de l'efficacité économique dans les entreprises où cette politique est pratiquée. Et par conséquent, je crois qu'en effet, nous avons bien identifié l'adversaire, c'est-à-dire cette politique de la multinationale qui est appuyée, soutenue, inspirée, stimulée par la pression des marchés financiers, dont on sait que depuis plus de 30 ans maintenant, ils exercent un pouvoir exorbitant sur l'ensemble de toutes les décisions qui se prennent dans l'économie mondiale. Et alors évidemment, nous avons espéré jusqu'à un certain point, sans faire
d'illusion exagérée, que le gouvernement français qui a été élu qui a été mis en place au mois de mai et juin, serait un facteur qui nous permettrait de combattre cette politique et de renverser et d'imposer d'autres choix. Et nous avons eu effectivement les plus éminents représentants de ce gouvernement qui sont venus ici faire des annonces, annoncer des engagements. Et nous voyons que ces engagements ne sont pas tenus, et nous voyons un gouvernement qui, au fond, s'aligne en quelque sorte sur la politique d'une multinationale comme Mittal. Au fond, de la même façon que les dirigeants du groupe ArcelorMittal, ils sont fascinés par les marchés financiers, ils sont terrorisés à l'idée que peut-être il pourrait y avoir une nouvelle dégradation de la note de la France sur les agences de notation. D'ailleurs, ArcelorMittal n'est pas très bien noté par les agences de notation déjà. C'est un point commun d'une certaine façon. Et donc il y a cette obsession d'en passer par toutes les exigences des marchés financiers, d'où la politique d'austérité budgétaire qui nous est annoncée aujourd'hui, d'où le choix, malgré les annonces antérieures, de ne pas renégocier le traité européen sur la stabilité, la gouvernance, etc. Et le choix aussi de ne pas s'opposer de façon frontale à la politique d'ArcelorMittal. Et il faut tout à fait être conscient du fait, et je pense que tout le monde ici en est conscient, que ceci n'est pas la condition qui va permettre, je ne sais pas trop comment, au gouvernement actuel de passer entre les gouttes de la crise et de survivre aux difficultés économiques d'aujourd'hui. Cette politique prépare l'échec de la gauche. Et si on a un échec de la gauche, ce que nous ne voulons, en tout cas nous les communistes, nous ne le voulons pas, et le Front de gauche, je crois, ne le veut pas, si on avait cet échec de la gauche en France, ce serait terrible pour tout le monde. Et on sait quel type d'alternative se prépare dans cette hypothèse. Nous ne voulons pas laisser dériver la politique de la France dans cette direction. Nous voulons donc redresser réellement la situation du pays, et ça passe par le redressement de la situation de la sidérurgie, en France, en Allemagne, au Luxembourg, en Belgique et de façon générale en Europe. Et donc, mais on comprend bien que une des difficultés de la situation présente, mais aussi c'est une des justifications d'une réunion comme celle d'aujourd'hui, du niveau, à mon avis, tout à fait justifié auquel nous mettons la barre de nos exigences, c'est que pour gagner cette bataille, il faut renverser le pouvoir des marchés financiers. Il faut commencer tout de suite à mener le combat contre le pouvoir des marchés financiers. Sinon, on aura toujours les mêmes critères qui serviront aux mêmes décisions. Et donc, on a besoin d'autres objectifs dans la gestion de l'État, avec les services publics, et dans la gestion des entreprises, petites et grandes. Il faut donner la priorité à l'emploi, parce que c'est à la fois une nécessité pour répondre aux aspirations, tout simplement, de tous nos concitoyens, nos voisins que nous côtoyons aujourd'hui qui sont dans l'angoisse, et c'est aussi le moyen pour créer les richesses qui permettront de payer des salaires, de développer les services publics, d'assurer la protection sociale. L'emploi, la formation, la recherche, leur sécurisation, c'est la clé d'une autre logique économique qui permette de satisfaire les revendications immédiates et de commencer à construire une alternative politique. C'est aussi la clé de la réponse à la révolution écologique, aux exigences environnementales qui s'imposent à la société aujourd'hui. Et on sait très bien que dans l'industrie sidérurgique, il y a des enjeux écologiques considérables avec des projets précis qui sont en cours de préparation dans la région, mais qui vont nécessiter aussi des emplois et des moyens pour réaliser ces projets. Donc on a besoin de renverser globalement l'ensemble des politiques économiques à travers cette présence de nouveaux critères et de nouveaux objectifs pour la production et pour le fonctionnement de l'ensemble de la société. Alors, ça suppose d'autres pouvoirs. Et effectivement, nous sommes favorables à l'exercice d'un contrôle public à travers une propriété publique sur les grands groupes de la sidérurgie. Mais, et d'ailleurs, de ce point de vue-là, d'ailleurs, on a certainement des choses à apprendre, des leçons à tirer de l'expérience allemande. Et Heinz nous a donné un aperçu de cette spécificité du pouvoir tel qu'il s'exerce dans l'industrie sidérurgique en Allemagne. Il faut aussi avoir présent à l'esprit peut-être que ceci se place dans un contexte allemand qui est assez différent du contexte français. Pas seulement du point de vue du pouvoir dans l'entreprise, mais aussi par exemple du point de vue des efforts de recherche. La recherche dans les entreprises et de façon générale dans l'économie allemande reçoit beaucoup plus de moyens qu'en France.
Il y a des différences aussi considérables dans le système de formation. Les entreprises allemandes forment beaucoup de jeunes, au-delà même de leurs propres besoins, parce qu'elles savent que ça pourra servir ensuite à d'autres entreprises pour renforcer l'efficacité du système productif dans son ensemble. Et puis il y a aussi une différence considérable dans le financement de l'économie. Là, je parle des grandes entreprises et peut-être plus encore des petites et moyennes entreprises qui peuvent s'appuyer sur un système bancaire qui se comporte en Allemagne de façon tout à fait différente de la façon dont il se comporte en France, notamment parce que ce système bancaire est dans une grande proportion un système bancaire public. Les caisses d'épargne allemandes sont des caisses d'épargne dont la propriété est exercée par les lenders et les communes. Donc il y a tout un ensemble, c'est tout un système qui fait qu'il y a des différences entre les systèmes. Et Heinz a été en même temps, il a été extrêmement prudent et il n'a pas caché que ce système allemand a aussi ses faiblesses, aussi ses limites, et qu'en lui-même, il n'est pas évidemment l'élément qui va transformer le système et permettre de dépasser le capitalisme jusqu'à le remplacer par un autre système. Mais je pense qu'effectivement, le fait d'avoir des échanges sur les particularités de nos propres systèmes nationaux de fonctionnement de l'économie, ces échanges sont particulièrement utiles. Et donc, si on veut être un peu concret, j'étais très intéressé par les propositions qui ont été avancées par nos camarades syndicalistes de la sidérurgie tout au long de la matinée. Et en particulier, Florange, vous me corrigerez, hein, mais le rapport Paul dit qu'il faut entre 450 et 600 millions d'investissement sur 10 ans si on veut rendre le site efficace et viable pour les prochaines années. Donc 450 à 600 millions d'investissements, ça doit se financer. Gandrange, 120 millions d'investissements dans le projet de la CGT. Et on pourrait en citer beaucoup d'autres. Hein. Et donc il faut financer ces investissements, parce qu'on en a besoin pour créer les emplois qu'on veut créer pour empêcher la dévitalisation industrielle du secteur. On en a besoin pour rendre nos entreprises efficaces. Et donc, ces financements, où allons-nous les chercher? Chez les actionnaires d'ArcelorMittal? Je crains que ce ne soit pas exactement leurs intentions. Sur le marché financier, demander aux agences de notation de nous donner une notation favorable parce qu'on va créer des emplois à Florange, à Gondrange ou à Liège. Je crains que nous ayons du mal à les convaincre. Mais il y a d'autres solutions. Nous avons en France un système bancaire qui est quand même très puissant. Nous avons des grosses banques qui ont une surface internationale. Et qui se comporte aujourd'hui dans l'économie française de telle façon que, par exemple, sur les 12 mois qui se sont achevés au mois de juin, les crédits à l'industrie manufacturière ont baissé de 1,6%, alors qu'on est en pleine crise, alors qu'on aurait besoin précisément de financer des masses d'investissements dans la sidérurgie et ailleurs pour pouvoir relancer l'emploi et ainsi relancer l'ensemble de l'économie. Donc les banques ne font pas leur travail, nous devons les obliger à le faire. Est-ce que c'est possible ? Nous pensons que oui. Ça suppose évidemment une intervention publique dans les entreprises de l'industrie. Ça suppose aussi que dans ces entreprises, les salariés aient du pouvoir. Et effectivement, on rejoint, comme le disait tout à l'heure, la tradition qui remonte à Jaurès de l'intervention des salariés dans l'entreprise. Mais nous voulons aujourd'hui non seulement pouvoir intervenir, nous sommes capables. Les syndicats sont capables de faire des propositions précises, étayées, viables, industrielles. Mais nous devons avoir des pouvoirs pour pouvoir imposer un débat sur ces solutions et imposer leur prise en compte. Et nous devons, et c'est à notre avis au Parti communiste, ces pouvoirs doivent s'étendre aussi au pouvoir de pouvoir saisir les banques, les obliger à se prononcer et les obliger à s'engager pour le financement des projets, dès lors que ces projets auraient été validés, dès lors qu'on aurait fait la démonstration qu'ils peuvent permettre le développement de l'entreprise, le développement de l'emploi, de la formation, de la recherche. Et dans ces conditions, les banques devraient avoir une obligation d'intervenir. Et ça, nous pouvons le faire en les interpellant, en intervenant à différents niveaux, et je ne développerai pas ici l'ensemble des propositions qui peuvent être mobilisées à cet effet. Je suis à votre disposition pour le faire si ça vous intéresse un jour. Mais je voudrais insister sur la dimension européenne de cette exigence, et je terminerai par là. Le gouvernement français est en train de mettre en place une banque publique d'investissement. Est-ce que cette banque publique d'investissement qui sera, disons, contrôlée par l'État, qui pourra faire à la marge des crédits supplémentaires pour un certain nombre de projets, est-ce que c'est ça dont nous avons besoin? Je pense que c'est très insuffisant.
Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut que l'ensemble du système bancaire soit contraint, soit poussé à exercer sa responsabilité sociale, c'est-à-dire financer des investissements dont nous avons besoin à un taux d'intérêt suffisamment bas pour que ça permette aux projets que nous défendons d'être financièrement équilibrés. Et ça passe, entre autres choses, par des interventions au niveau local, au niveau national, au niveau régional, avec des fonds régionaux pour l'emploi et la formation, mais ça passe forcément par une intervention européenne. Si nous avons des projets qui méritent d'être développés du point de vue du développement de nos territoires, eh bien nous devons exiger que ces projets fassent l'objet d'un financement de la part des banques à travers un refinancement par la Banque Centrale Européenne, voire d'un financement direct par la Banque Centrale Européenne. Et on va me dire, oui, mais ça, c'est contraire aux traités. Oui, bien sûr, c'est contraire aux traités. Mais dès aujourd'hui, nous pouvons mettre en place des institutions qui permettraient de mobiliser ce pouvoir considérable de création monétaire dont dispose la Banque Centrale Européenne pour financer, non pas... Alors, vous savez, la BCE a prêté 1000 milliards aux banques européennes au mois de janvier. Personne ne sait ce que sont devenus ces 1000 milliards d'euros. Même pas les dirigeants de la Banque Centrale Européenne. Eux-mêmes s'en plaignent, d'ailleurs. Il fallait peut-être y penser avant. Donc nous voulons que l'argent que la Banque Centrale Européenne est capable de mettre en circulation d'un claquement de doigts, parce qu'elle a ce pouvoir, eh bien cet argent, il aille financer des projets qui créent de la valeur ajoutée, qui créent de l'emploi, qui fabriquent de l'acier dans des conditions efficaces et avec des technologies de pointe, en préservant l'environnement. Ça, c'est un projet, c'est un beau projet. On en a plusieurs qu'on a entendus ce matin. Eh bien, ces projets-là, ils devraient être financés à 0% par les banques, avec un refinancement de la Banque Centrale Européenne. Ça, c'est une chose qui peut être faite aujourd'hui, dans l'état même des traités, puisque nous disposons d'une proposition qui émane du Parti de la gauche européenne, dont les organisateurs de la réunion d'aujourd'hui sont, je crois, à peu près tous membres, qui consistera à créer un fonds de développement économique, social et écologique européen, qui aurait pour deux objets. Premier objet, utiliser les fonds de la Banque Centrale Européenne pour développer les services publics. Deuxième objet, utiliser les fonds de la Banque Centrale Européenne précisément pour ce que je viens de dire, c'est-à-dire financer des projets industriels et dans les services qui créent des emplois, qui permettent d'augmenter la qualification des travailleurs, qui permettent de développer la recherche et de préserver l'environnement. Voilà un projet qui est porté au niveau européen d'ores et déjà, sur lequel nous avons l'intention, ça a été décidé au Congrès du Parti de la gauche européenne, de mener une campagne européenne et qui vient, à mon avis, en liaison tout à fait directe avec ce que demandent aujourd'hui les salariés, les syndicalistes, les populations de nos régions. Et donc je termine en disant que nous allons sortir de cette réunion avec une résolution. Je crois que je souhaite vraiment que le travail continue et que nous continuions à avoir des initiatives, de nouvelles initiatives, avec tous ensemble et voire en élargissant aussi les thèmes et les participants de ces actions que nous pourrons faire parce que nous avons la possibilité de remporter des victoires et d'ailleurs nous en avons d'une autre façon l'obligation parce que si nous ne le faisons pas, les conséquences seront extrêmement redoutables pour l'ensemble de nos populations. Donc je pense que nous devons retirer de cette réunion une conclusion de lucidité mais aussi de confiance dans notre capacité à changer réellement le cours des choses.